Salut les amis! Je m'appelle Sophia et voici mon frère Ethan. Il vient de rentrer de l'école. Et maintenant, il doit aller travailler dans un restaurant de burgers près de chez nous pour faire la vaisselle pendant 4 heures. Pourquoi? Parce qu'il doit beaucoup d'argent à nos parents. Bien sûr, ce n'est pas facile pour un enfant de gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il travaille 7 jours par semaine. Mais même s'il continue à travailler à ce rythme jusqu'à la fin du lycée, il ne pourra toujours pas rembourser tout ce qu'il leur doit. Mon père dit « Rembourse ce que tu peux et nous penserons au reste le moment venu ». Ethan va faire la vaisselle au restaurant tous les jours après les cours. Le week-end, il fait des petits boulots dans le quartier. S'il fait beau, il installe un stand de limonade devant notre maison. Il dit que c'est ce qui rapporte le plus d'argent. Quand il ne fait pas très beau, il fait des choses comme tondre le gazon de nos voisins ou promener leurs chiens. Mes parents tiennent une boutique de cadeaux ensemble. Ce sont tous deux des mordus du travail. Ils travaillent très dur depuis des années. Ils partent à 8 heures et ne reviennent pas avant 21 heures. C'est la raison pour laquelle tout ça est arrivé. Depuis peu, voici ce que nous faisons le soir. D'abord, on mange ensemble. Ensuite, Ethan va dans sa chambre. Il apporte tout l'argent qu'il a gagné ce jour-là et le donne à notre père. Notre père compte l'argent et note le montant dans son bloc-notes. Ensuite, il dit à Ethan combien il lui doit encore. Mais pourquoi Ethan doit-il autant d'argent à nos parents? Et pourquoi travaille-t-il si dur et leur donne-t-il tout l'argent qu'il gagne sans se plaindre? Il est temps que je vous raconte tout ça. Comme je l'ai déjà dit, mes parents travaillent ensemble et leur entreprise est leur vie. Leurs clients sont généralement des touristes. Ils doivent maintenir leur boutique de cadeaux ouverte tous les jours de l'année. Ethan et moi avons donc dû pratiquement nous élever tout seuls. Ça a ses avantages et ses inconvénients. La bonne chose est qu'on a appris à être autonome. La moins bonne, c'est qu'on a manqué de discipline parentale. Personne ne nous demande « Pourquoi vous avez fait ci ?» ou « Pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Nos parents rentrent à la maison si fatigués qu'ils n'ont pas l'énergie nécessaire pour s'occuper de nous le soir. J'ai toujours pensé que c'était une chance. Je pense que c'est merveilleux de grandir sans aucune pression de la part de sa famille. Mais malheureusement, mon frère ne l'a pas vu comme ça. Il a profité de l'absence de nos parents et a dépensé beaucoup d'argent en jeux vidéo. Il l'a fait pendant des mois. C'est comme ça qu'on a découvert qu'il manquait vraiment de discipline parentale. Mais bien sûr, il était trop tard. Lorsqu'on s'en est rendu compte, Ethan avait déjà presque mis la famille en faillite. Après les cours, Ethan et moi allions dans nos chambres et nous ne sortions généralement pas avant que nos parents rentrent du travail. Je faisais toujours mes devoirs en premier. Ensuite, je parlais à mes amis, je regardais la télé ou je passais du temps sur TikTok ou YouTube. Quand j'entrais dans la chambre d'Ethan, il était toujours en train de jouer à des jeux vidéo. Je savais donc qu'il passait la plupart de son temps à jouer. Mais je savais que beaucoup de jeunes de son âge faisaient la même chose, alors je ne m'inquiétais pas vraiment. Mais il s'est avéré qu'il dépensait une grande partie de l'argent de nos parents pour ces jeux. Un jour, on est rentré de l'école comme d'habitude. On a pris notre goûter dans la cuisine et on est allé dans nos chambres. Une demi-heure environ s'est écoulée. C'est alors que j'ai entendu la porte d'Ethan s'ouvrir soudainement et mon père s'est mis à lui crier dessus. Notre père ne rentre jamais à la maison l'après-midi. Alors j'ai paniqué et je suis allée voir ce qui se passait. Notre père tenait une carte de crédit. Il l'a agitée vers Ethan en criant « Qu'as-tu bien pu acheter pour atteindre la limite de cette carte ? Et c'est la carte de notre entreprise. Comment as-tu pu avoir le numéro de cette carte ?» C'est comme ça que j'ai découvert qu'Ethan dépensait beaucoup d'argent dans des jeux vidéo en utilisant la carte de nos parents. Mes parents utilisaient cette carte pour acheter leur stock pour le magasin. Comme ils font des achats auprès de nombreux vendeurs différents, ils n'ont pas remarqué qu'Ethan l'utilisait. Quand ma mère a voulu acheter quelque chose et qu'elle a découvert que la limite de la carte avait été atteinte, elle l'a dit à mon père. Comme la carte avait une limite de crédit très élevée, il n'avait jamais eu ce problème auparavant. Quand mon père a appelé la banque, ils ont découvert les frais de mon frère. Il était évidemment furieux et s'est précipité à la maison pour confronter mon frère. Après ça, Ethan a probablement passé la pire nuit de sa vie. Mon père lui a fait passer un interrogatoire. Il
Il a donc dû lui dire en détail comment il avait dépensé tout cet argent. Je ne connais rien aux jeux vidéo. J'ai joué à Candy Crush plusieurs fois quand une de mes amies était vraiment à fond dedans, mais c'est tout. Je n'ai donc pas compris la plupart de ce qu'Ethan a dit. D'après ce dont je me souviens, il a acheté un chapeau incroyablement cher, dans un jeu appelé Roblox, par exemple. Oui, j'ai bien dit un chapeau, mais c'était même pas un vrai chapeau. C'est pour que votre personnage le porte dans le jeu. Je n'en revenais pas qu'Ethan puisse être aussi naïf. Notre père a dit qu'il fallait 4 jours de travail au magasin pour gagner cet argent. Il était tellement énervé qu'il a demandé à mon frère « Alors, comment est le chapeau? Il est beau ?» Ethan n'avait même pas remarqué qu'il était sarcastique. « Papa, il est vraiment cool. Je suis sûre que tu vas l'aimer aussi, » a dit Ethan en se connectant à son compte Roblox pour lui montrer naïvement le chapeau. Après ça, notre père lui a dit « Va chercher ma boîte à outils dans le garage. » Ethan ne comprenait toujours pas, mais il y est allé. Notre père a sorti une clé et a cassé le téléphone de mon frère en petits morceaux. Le plus étrange, c'est qu'il l'a fait très calmement et avec précaution. Mon frère n'en croyait pas à ses yeux. Quand il a finalement compris à quel point notre père était en colère, il n'a pas dit un mot. En fait, c'était une scène très drôle, mais bien sûr, je ne pouvais pas rire à ce moment-là. En dehors des jeux, Ethan a dépensé beaucoup d'argent pour des youtubeurs et quelques streamers sur Twitch. Il est même devenu le plus gros donateur d'une fille sur Twitch et elle l'a invité sur son live stream pour le remercier. Quand les choses se sont calmées, j'ai trouvé la vidéo sur sa chaîne et je l'ai regardée. Quand mon frère fait le don, la fille n'en croit pas ses yeux. Puis elle se lève pour danser avec joie pendant plusieurs minutes. C'est incroyable qu'Ethan ait gaspillé l'argent de notre famille comme ça. Je lui ai demandé comment il avait pu faire ça. Il m'a répondu tristement « Ça ne me semblait pas être du vrai argent. Je l'ai dépensé comme si c'était de l'argent du jeu. Je le regrette encore plus maintenant que je sais combien il est difficile de gagner de l'argent. Mais je ne peux plus rien y faire maintenant. » Alors, comment Ethan a-t-il obtenu le numéro de la carte de notre père? Notre père lui a demandé. Il était curieux de le savoir. Le visage d'Ethan est devenu rouge. Mais il n'avait aucune échappatoire. Il a baissé les yeux et a dit « Je l'ai volé ?» C'est mon père qui est devenu rouge de rage. « Quand l'as-tu volé ?» a-t-il crié. Les yeux d'Ethan se sont remplis de larmes. « Le jour de ton anniversaire » a-t-il dit, la voix tremblante. Ma mère avait offert à mon père un massage comme cadeau d'anniversaire. On est tous allés au spa avec lui, parce qu'on allait manger tous ensemble après. Pendant que mon père se faisait masser, on a attendu à la cafétéria. Ethan s'est faufilé dans les vestiaires, a pris la carte dans le portefeuille de notre père et a noté le numéro sur un morceau de papier. Au début, il voulait juste acheter quelques articles dans un jeu appelé Fortnite. Mais comme personne ne s'en est aperçu, il a continué à utiliser la carte pendant 2 mois et demi, dans plein d'endroits différents, dépensant des sommes d'argent folles. Le lendemain, notre père a demandé un remboursement aux entreprises où Ethan avait acheté des choses. Mais la plupart d'entre elles n'ont rien fait. Certaines n'ont même pas répondu à ses mails. Il a dû demander l'aide de son avocat. Il a eu une suggestion bizarre. Il a dit à notre père, « Si vous pouvez prouver que votre carte de crédit a été volée, on peut récupérer tout l'argent au tribunal. Mais pour ça, il faut que vous dénonciez Ethan. Ensuite, il devra être arrêté, bien sûr, pour que le crime soit documenté. Mais ne vous inquiétez pas, Ethan est jeune et le juge le laissera partir avec une petite amende. » Au cours du repas, notre père nous a dit ce que l'avocat avait dit. Ethan avait vraiment peur. Il a supplié « Papa, s'il te plaît, ne me dénonce pas à la police !» Notre père a dit « Pourquoi pas? Je pense que tu le mérites. » Et Ethan s'est mis à sangloter. Bien sûr, il n'allait pas le faire, mais il a encore une fois fait peur à Ethan quand il en a eu l'occasion. Ce soir-là, notre père a dit « Puisqu'on ne peut pas récupérer notre argent, ce sera ta dette. Tu vas la rembourser en travaillant. » C'est ainsi que l'aventure professionnelle d'Ethan a commencé. L'ami de ma mère lui a trouvé un travail au restaurant de burgers. Je lui ai donné l'idée des petits boulots dans le quartier. Ethan sait très bien qu'il est coupable. C'est pour ça qu'il accepte tout ce qu'on lui dit et travaille à n'importe quel poste sans se plaindre. Connaissez-vous quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent dans les jeux vidéo? Si oui, dites-le en commentaire. On aimerait lire vos histoires. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres histoires comme celle-ci. Bye! Salut tout le monde! Je m'appelle Daphné
J'ai une maladie génétique très rare. Je suis sûre que vous en serez surpris. Je ne ressens aucune douleur physique. Vous avez bien entendu, je n'ai aucun sens de la douleur. En fait, c'est un trouble. Le terme médical est insensibilité congénitale à la douleur. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Voici quelques exemples. Disons que votre petit frère a joué au Lego et en a laissé quelques-uns par terre. Et vous marchez accidentellement sur l'un d'eux. Ça ferait mal, n'est-ce pas? Eh bien, pas pour moi. Ça ne me fait pas mal quand je marche sur des Legos, parce que je ne ressens pas la douleur. Voici un autre exemple. Je suis sûre que vous avez dû vous cogner l'orteil contre un pied de table au moins une fois et que ça vous a fait très mal. Vous avez peut-être eu l'impression de ne pas pouvoir supporter la douleur. Vous l'avez sûrement deviné, je ne ressens rien quand je me cogne l'orteil. Même si je me cognais l'orteil si fort qu'il se casserait, je continuerais à marcher. Tout cela vous semble peut-être super cool. Vous vous dites peut-être, ça doit être génial de ne jamais ressentir de douleur, j'aimerais être comme toi. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la sensation de douleur est le système d'alerte du corps. Elle est vitale pour notre survie. Pensez-y de cette façon. Si quelque chose vous fait mal, votre cerveau vous avertit par la douleur. Vous devez faire quelque chose pour arrêter la douleur. Si vous ne la ressentez pas, vous n'êtes pas conscient du danger. Et ça peut avoir de très mauvaises conséquences. Par exemple, j'ai une brûlure au 2e degré dans la bouche en mangeant des frites. Pourquoi? Parce que je ne sentais pas qu'elles étaient super chaudes. J'ai continué à les manger et j'ai endommagé ma langue et mon palais. Si ça avait été vous, vous auriez senti qu'elles étaient trop chaudes dès la première bouchée. Vous auriez attendu que les frites refroidissent ou vous ne les auriez mangées qu'après avoir soufflé dessus. Mais les gens comme moi ne sentent pas que les frites sont trop chaudes et continuent à les manger. J'ai donc fini par avoir des brûlures dans toute la bouche ce jour-là. L'un des plus grands dangers pour les personnes qui ne ressentent pas la douleur est de ne pas se rendre compte qu'elles se sont cassées un os. L'hiver dernier, je suis allée skier avec ma famille. C'est tout à fait normal de tomber quand on fait du ski. Je suis donc tombée plusieurs fois ce jour-là. Au dîner, j'ai remarqué que ma main droite avait quelque chose de bizarre. Je n'arrêtais pas de faire tomber ma fourchette. « Je suis tellement maladroite aujourd'hui », ai-je dit. Mon père a dit « Je ne pense pas que ça soit normal » et m'a emmenée à l'hôpital. La radio a montré que j'avais de multiples fractures à l'épaule et au bras. Comme je n'avais ressenti aucune douleur, je ne savais pas que je m'étais cassé quelque chose lors d'une de mes chutes et j'ai continué à skier. Bien sûr, il y a certains avantages à ne pas ressentir de douleur. Par exemple, tu peux te faire autant de tatouages que tu veux et autant de piercings que tu veux. Mais ma mère dit que je dois attendre d'avoir 18 ans pour me faire tatouer. Je n'en ai donc pas encore. Mais je prévois de me faire beaucoup de tatouages plus tard, parce que j'adore ça. C'est cool de savoir que ça ne me fera pas mal du tout, même si j'espère ne pas en faire trop à cause de ça. Je crois que j'ai oublié de vous le dire. Les personnes qui ont mon trouble ne ressentent pas non plus de douleur corporelle. On n'a donc jamais de maux de tête, et on ne se réveille jamais au milieu de la nuit parce qu'on a mal aux dents. En parlant de dents, mon dentiste ne m'a jamais anesthésiée lorsqu'il traite mes caries ou qu'il m'arrache les dents, parce que je n'en ai pas besoin. Mais il n'arrête quand même pas de me demander « Tu es sûr? Ça ne te fait vraiment pas mal du tout ?» Je réponds toujours « Non ». Et à chaque fois, il me dit « C'est un miracle, incroyable ». Ce trouble cause également des problèmes pour les parents d'enfants qui en sont atteints. Quand j'étais bébé, je ne pleurais jamais. Je souriais tout le temps. Ma mère disait « J'ai tellement de chance, mon bébé est tellement sage ». Une fois, ma mère a oublié de changer ma couche. Pourtant, je continuais à sourire. Comme je suis restée longtemps dans une couche sale, j'ai eu une éruption cutanée. Ma mère était déconcertée que même là, je ne pleure pas. Elle a alors pensé pour la première fois « C'est trop. Est-ce que quelque chose ne va pas avec mon enfant ?» Mais comme elle n'avait jamais entendu parler de l'insensibilité à la douleur, elle n'avait aucun moyen de savoir que c'était ça. Savez-vous quand ma famille a finalement compris que j'avais ce trouble? Le jour de mon 6e anniversaire. Mes parents ont accroché une énorme pinata à ma fête d'anniversaire. Tous les enfants attendaient leur tour pour la frapper. Il y avait un énorme bâton. Chaque enfant avait les yeux bandés et recevait le bâton. Et puis frappait la pinata aussi fort qu'il pouvait. Un des enfants a manqué la pinata et m'a frappé sur la tête à la place. Il s'était trompé puisqu'il avait les yeux bandés. Ma mère a crié et est venue vers moi en courant. Je venais de me faire frapper sur la tête avec un énorme bâton, mais je m'en fichais complètement. Ma mère a dit « Daphné, ça t'a fait très mal ?» Je lui ai demandé en souriant. Ça veut dire quoi? Comme il n'y avait pas de douleur dans ma vie, mon vocabulaire ne contenait aucun mot associé à la douleur.
Le lendemain, nous sommes allés voir un médecin. Après une série de tests, ils m'ont diagnostiqué une insensibilité congénitale à la douleur. Comme je l'ai dit, c'est une maladie très rare. Les chances de l'avoir sont d'1 sur 1 million. Alors, quelle en est la cause? Les médecins sont maintenant sûrs que c'est une maladie génétique. Mais ils ne savent pas encore pourquoi la douleur ne se produit pas dans le corps. Il existe 2 théories. Selon la première, les nerfs des personnes atteintes de cette maladie dirigent le signal de la douleur vers la mauvaise partie du cerveau. Le cerveau ne peut pas passer en mode alerte puisqu'il ne reçoit pas le signal de douleur. Lorsqu'une personne normale touche une casserole très chaude, son cerveau ordonne aux nerfs de sentir la douleur et d'enlever la main immédiatement. Mais si cette personne n'est pas consciente de la douleur, son cerveau ne donne pas cet ordre, même si elle touche la casserole chaude. En parlant de casserole chaude, il y a quelques étés, nous sommes allés dans une station balnéaire. Je suis allée à la plage tôt le matin. Je me suis couchée sur un transat sans me lever pendant des heures. Il était presque midi. « Je vais aller me baigner », me suis-je dit. Pendant ce temps, le sable de la plage était devenu brûlant. J'ai commencé à marcher vers l'eau sans même y penser. Mon frère jure qu'il a vu de la fumée sortir de sous mes pieds pendant que je marchais. Ce jour-là, le sable chaud a brûlé la plus grande partie de la plante de mes pieds. Avant que j'oublie, je vais vous parler de la 2e théorie des médecins sur l'insensibilité à la douleur. Selon cette théorie, les gens comme moi ont une quantité d'endorphine dans le cerveau supérieure à la moyenne. C'est pourquoi on ne ressent pas la douleur. L'endorphine est aussi appelée l'hormone du bonheur, parce que cette hormone rend les gens heureux. Quand vous avez une bonne note, quand vous avez faim et que vous mangez enfin, ou quand vous embrassez quelqu'un que vous aimez, votre cerveau libère de l'endorphine. C'est ce qui vous rend heureux à ce moment-là. Je pense que cette théorie est la bonne. On ne ressent pas la douleur parce qu'on libère trop d'endorphine. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je suis toujours de bonne humeur. J'ai jamais été déprimée de ma vie. Je ne pleure jamais, je ris tout le temps. J'ai même eu une mauvaise expérience une fois à cause de ça. La grand-mère de ma meilleure amie est morte il y a 4 ou 5 ans. Je suis allée à l'enterrement pour être là pour elle. J'ai beau avoir essayé, je n'ai pas réussi à être triste. J'avais envie de rire tout le long. À un moment donné, je n'ai plus pu me retenir et j'ai ri. Évidemment, tout le monde m'a fixée. Heureusement, j'ai été très jeune. Les gens pensaient que j'étais juste immature. À l'époque, je ne savais pas pourquoi je me sentais ainsi. Mais maintenant, je sais que c'est une dose élevée d'endorphine qui m'a fait rire à cet enterrement. Un autre problème pour les gens comme moi, c'est qu'on est trop courageux. Pourquoi on est comme ça? Parce que le sentiment de douleur n'a pas une, mais 2 fonctions. Premièrement, il nous avertit. C'est ce qui nous fait réaliser que quelque chose nous fait mal. Mais il nous éduque aussi. Nous découvrons ce qui nous fait mal et apprenons à nous tenir à l'écart du danger à l'avenir. Disons que vous avez décidé de sauter d'un mur. Vous avez sauté sans réfléchir et vous vous êtes foulé la cheville. Vous retenez la leçon et ne sautez plus jamais d'aussi haut. Les gens comme moi n'avons pas de douleur pour retenir ces leçons. C'est pourquoi nous sommes courageux. On n'a aucune crainte quand on est confronté à des dangers qui pourraient nous nuire. À l'hôpital, j'ai rencontré un type nommé Jordan qui, tout comme moi, était insensible à la douleur. Une fois, on s'est vus parce qu'on partageait le même problème. J'ai remarqué que bizarrement, Jordan essayait toujours de se battre. Il provoquait constamment les gens. Alors que nous marchions, un chien nous a aboyé dessus. Le propriétaire était un type super costaud. Jordan a commencé à lui crier dessus, sans même lever les yeux pour voir à quel point il était grand. Il n'y avait pas besoin d'en faire un scandale, mais il a failli se battre avec ce mec. Quand il s'est calmé, je lui ai demandé pourquoi il avait agi de cette façon. Il m'a répondu « Parce que c'est tellement amusant. Je me bagarre au moins 1 fois par semaine et généralement, je me fais battre. » Bien sûr, ça ne fait jamais mal. Je continue à rire pendant que l'autre personne me frappe. J'ai un tel plaisir à voir leur visage. Évidemment, ce fut la dernière fois que j'ai vu Jordan. Vous vous demandez peut-être s'il y a un remède à ce trouble. Malheureusement, il n'y en a pas. Comme je l'ai dit plus tôt, il touche très peu de gens dans le monde, ce qui veut dire très peu de clients pour les compagnies pharmaceutiques. Quand il y a si peu de clients potentiels, les entreprises ne dépensent pas d'argent pour la recherche. C'est pourquoi je suis presque sûre qu'ils ne développeront pas de remède pour ma maladie d'aussitôt. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez ce genre d'histoire, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Et vous pourrez être averti quand de nouvelles vidéos sont publiées. À bientôt! Salut tout le monde, je suis Ezra. Laissez-moi vous présenter Eddie. Eddie est mon ex-petite amie. J'étais fou amoureux d'elle, mais malheureusement, elle m'a laissé tomber. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire depuis le début. J'ai commencé à aller à mon école actuelle l'an dernier. Eddie faisait partie de l'équipe de natation.
Je l'ai vue la première fois lors d'une compétition de natation intercollège. C'était la plus belle fille de toute l'équipe. C'est ce jour-là que j'ai eu le coup de foudre pour cette fille. Chaque matin en me réveillant, je me disais que j'allais revoir Eddie aujourd'hui. Aussi, je passais beaucoup de temps dans la salle de bain. Avant, je ne me souciais pas de mes vêtements. Mais depuis, je réfléchissais à ce que j'allais porter chaque jour. Même issu de la classe moyenne, je possédais beaucoup de vêtements. Tout ça grâce au super patron de mon père. Mon père est chauffeur particulier. Son patron, Monsieur Kit, avait un fils qui avait 2 ans de plus que moi. Il aimait les sports extrêmes. Malheureusement, il a eu un grave accident d'escalade et il est décédé. Monsieur Kit avait perdu sa femme quelques années avant. Tout ça l'a rendu extrêmement dépressif. À cette époque, Monsieur Kit m'invitait chez lui assez souvent. Nous avions de longues conversations. Lorsqu'il eut surmonté sa dépression, il dit « Ezra, votre manière de penser me rappelle tellement mon fils. C'est comme si je lui parlais. Ça fait du bien de passer du temps avec vous. Je souhaite vous offrir une bourse pour vos études. Après vos études, vous pourrez travailler dans ma société. » J'étais très heureux d'entendre cela. Monsieur Kit a poursuivi. « Je n'ai qu'une seule faveur à vous demander. Puis-je envoyer les vêtements de mon fils chez vous ? Je vous demanderai de porter ces vêtements lorsque vous viendrez me voir. Je serais très heureux si vous pouviez faire cela pour moi. » J'acceptais avec joie. C'est pourquoi j'ai beaucoup de vêtements. Je me souciais seulement de ce que je portais quand j'allais chez Monsieur Kit. Mais à présent, le matin, je me préparais pour mon amoureuse, Eddie. Mon père me déposait à l'école tous les matins. Puis, il passait prendre Monsieur Kit et l'emmenait à son bureau. Quand mon père a remarqué que je m'habillais différemment, il s'est moqué de moi. Il disait « Fiston, on dirait que tu possèdes cette voiture. Ne sois pas surpris si je t'appelle Monsieur Ezra. » Je répondais « Papa, s'il te plaît, ne te moque pas. » Et il répondait « Je ne blague pas. Tu es très élégant dans ces vêtements. » Bien que je quittais la maison chaque jour en pensant me présenter à Eddie, je ne pouvais m'y résoudre et je commençais à perdre espoir. Puis la chance m'a souri. Quand je m'y attendais le moins, je prenais mon repas à la cafétéria. Quelqu'un est venu à ma table et a dit « Cette place est prise ?» Lorsque j'ai regardé, c'était Eddie. Elle m'a surprise et j'ai déclaré « Non, elle n'est pas du tout prise. » Eddie s'est assise en souriant. Elle a tendu la main et a dit « Je suis Eddie. Je voulais dire « Je sais et je t'aime et j'aime ton prénom aussi. » Mais bien sûr, je n'ai pas pu. J'ai tendu la main et j'ai dit « Je suis Ezra. » Je n'ai pas pu détacher mon regard d'Eddie. Elle était encore plus jolie de près. J'étais très heureux à présent qu'elle soit au courant que j'existe. Au déjeuner suivant, j'ai cherché Eddie, mais en vain. Alors que je quittais la cantine pour aller en cours, j'ai entendu sa voix. « Ezra !» Je me tournai pour regarder. Elle se tenait juste devant moi. Avant que je puisse parler, elle dit « Je rentre juste de l'entraînement de natation. Viens, on fait un TikTok. » Je ne savais pas qu'elle avait un compte TikTok. On a fait un truc idiot. Et on l'a téléchargé sur nos 2 comptes. Bien sûr, on a commencé à se suivre mutuellement. Ce soir-là, on s'est envoyé plein d'SMS. Lorsque je suis allé au lit, j'ai dû me pincer très fort, tellement je craignais que ce ne soit qu'un beau rêve. Cette douleur intense était bien la preuve que je ne rêvais pas. Je m'endormis souriant et heureux. Le matin, mon père me déposa de nouveau à l'école. Juste après, je tombais sur Eddie. Je faisais tout le tour de l'école juste pour essayer de l'apercevoir. Mais là, elle est apparue juste devant mes yeux. Nous sommes allés à l'école en bavardant. En fait, c'était elle qui faisait la conversation, parce que j'étais si nerveux que je n'arrivais pas à dire quoi que ce soit. Eddie et moi, on se voyait lors de chaque pause. Je ne pouvais même pas concevoir qu'une fille comme elle puisse vaguement aimer quelqu'un comme moi. C'est pour ça que je pensais qu'elle me voyait comme un ami. Comme confié par la suite, elle avait vraiment attendu que je l'invite à sortir. Quand elle a compris que je n'allais pas agir dans ce sens, elle a décidé d'agir. Bien sûr, je n'y avais même pas songé à l'époque. Aussi, j'ai été très surpris quand un samedi soir, elle m'a écrit un SMS. « Est-ce que tu veux sortir ce soir ?» On s'est vu dans un café près de chez elle. Avant la fin de la journée, on sortait ensemble. J'étais si heureux que ça m'a empêché de dormir. Je ne fais pas partie de ceux qui aiment sortir le soir. Tant que j'irai à l'école, je me consacrerai à mes études. Il semble qu'Eddie était tout le contraire de moi. Le jeudi, elle m'a envoyé un SMS sur un restaurant. Elle m'a écrit qu'elle voulait y aller pour un dîner demain. J'en ai entendu du bien. Ça ne me disait rien, mais j'étais amoureux de cette fille. Je devais dire oui. Mais il y avait un problème. Le restaurant avait l'air super chic. Je pensais qu'il était sûrement très cher. Quand j'ai vu le menu en ligne, je n'en ai pas cru mes yeux. C'était beaucoup plus cher que ce que je pensais. Je devais économiser pendant au moins 1 an pour pouvoir m'offrir un endroit comme ça. Eddie ne le montrait pas vraiment,
mais il semblait que sa famille était très riche et avait l'habitude d'aller dans des endroits pareils. Le lendemain à l'école, Eddie demanda « Alors, que penses-tu du restaurant ? Je suis ce lieu sur Instagram. C'est fréquenté par les célébrités. » Je dis tout penaud « Je suis mal à l'aise dans de tels endroits. Et si nous allions dans ce café, près de chez toi ?» Eddie était déçu. « Sérieux ? Mais je voulais vraiment aller là-bas. Je ne suis jamais allé dans un restaurant huppé. Je ne mérite pas d'y aller ?» dit-elle, en me dévisageant. J'étais confus. Eddie pensait que normalement, elle ne pouvait pas aller dans ce genre d'endroit. Mais en même temps, elle pensait que je pouvais me permettre de l'emmener là-bas. Alors j'ai dit « Chérie, cela me gêne de te le dire. Mais je pense que manger dans un restaurant huppé coûterait autant que ce que mon père gagne par mois. Je ne peux pas me le permettre. » Eddie devint furieuse et hurla « Erza, ta famille est très riche. Pourquoi tu me mens ?» Alors j'ai dit « Qu'est-ce qui te fait croire ça ?» Elle dit « Parce que tu as un chauffeur qui te dépose à l'école chaque jour. Parce que ta voiture coûte une fortune. Parce que tu n'as que des vêtements de marque. Tu crois que je ne peux pas dire que ta famille est aisée ?» Je répondis « Mon père est chauffeur particulier. La voiture que tu as vue est à son patron. Les vêtements que je porte appartenaient au fils de ce patron. C'est en fait une histoire très triste. Je te la raconterai un jour. » Eddie s'est mise à pleurer et soudain elle a crié « Tu m'as menti !» Alors j'ai dit « Chérie, tu as tout faux. » Elle répondit « Ne m'appelle pas chérie !» et s'enfuit. À cet instant, tout est devenu clair pour moi. Eddie avait pensé que j'étais riche. Elle est devenue ma petite amie croyant qu'elle pouvait vivre avec moi une vie de rêve. Je me sentais vraiment humilié. L'amour de ma vie était en fait une croqueuse de diamants et ne ressentais nul besoin de le cacher. Pendant plusieurs jours, j'étais effondré. Je pensais à Eddie à chaque instant. Puis j'ai pensé que ce n'était pas la bonne façon d'aborder les choses. Au lieu d'être triste, je devais en tirer des leçons. Je suis tombé amoureux d'elle car elle était belle. Mais, comme je l'ai appris, il ne faut pas se fier aux apparences. Et je me suis senti mieux en pensant comme ça. Le chagrin qui m'empêchait de dormir la nuit a disparu assez vite. Un jour, mon père a dit « Mon patron nous invite chez lui. Il a dit qu'il avait une chose importante à dire. » Nous sommes allés ce soir-là. Monsieur Kit est une personne merveilleuse. Nous avons passé un moment fantastique, comme toujours. Puis, un homme est entré dans la pièce. Monsieur Kit a dit « Laissez-moi vous présenter à mon avocat, Monsieur Turner. Il est avec nous ce jour pour une affaire très importante. » L'avocat a sorti un document et a commencé à lire. Nous n'en croyions pas nos oreilles. Ma maman ne pouvait pas s'empêcher de pleurer. Le document était le testament de Monsieur Kit. Comme il n'avait pas de famille, il avait décidé de donner la moitié de sa fortune à des associations caritatives et le reste à moi. Je devins incroyablement riche ce soir-là. Monsieur Kit rétorqua. C'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie. Oui, j'ai perdu un fils, mais à présent, j'ai un fils honoraire. Et il m'a fait un câlin. J'allais recevoir un héritage plus tard, mais Monsieur Kit voulait que nous puissions avoir une meilleure vie tout de suite. Nous avons emménagé chez lui. J'ai commencé à aller à l'école privée. À présent, je vivais vraiment la vie dont Eddie avait rêvé. Elle ne savait rien de tout cela, car nous ne parlions plus. Un jour, Monsieur Kit m'appela dans son bureau. Il dit « Ma société a parrainé un concours. Je suis censé remettre les médailles aux vainqueurs. Et je suis sûr que ce sont tous des jeunes comme vous. Aimeriez-vous me représenter ?» J'étais très enthousiaste. Une demi-heure plus tard, mon père et moi étions sur place. Vous avez deviné? C'était une compétition de natation, et Eddie était sûrement là. La remise des prix avait commencé lorsque je suis arrivé. Le présentateur dit « Notre parrain va remettre les médailles aux vainqueurs. » Je me dirigeais vite vers eux. À côté du présentateur se trouvait le podium des 3 premiers. Lorsque j'ai vu qu'Eddie était l'un d'eux, mes genoux se mirent à trembler. Il se trouva qu'elle obtint la 2e place. Elle fut visiblement surprise de me voir. Je remis d'abord la médaille d'or au vainqueur. Puis, je me tins devant Eddie. Je souriais, en lui accrochant la médaille d'argent au cou. « Félicitations », déclarai-je. Eddie ne disait rien, parce qu'elle était complètement abasourdie. Ce soir-là, je reçus le message que j'attendais. « Alors, quoi de neuf ?» Je n'ai pas répondu parce que je ne savais pas quoi répondre. Ensuite, Eddie a écrit « J'ai toujours su que tu me mentais. » Cela m'a contrarié. Je répondis « Je ne t'ai jamais dit de mensonge sur ma vie. Je n'étais pas vraiment riche quand on était ensemble. Puis, une chose étonnante est arrivée. » Eddie répondit qu'elle ne comprenait rien, mais qu'elle ne voulait pas en faire tout un plat. « Tu m'as tellement manqué. » Je suis sûr que je t'ai manqué aussi. Bien sûr, je n'ai pas répondu. Elle a dû savoir à quoi s'en tenir car elle n'a jamais essayé de reprendre contact avec moi. Voilà, merci de m'avoir écouté. Si vous aimez mon histoire, n'oubliez pas de liker cette vidéo. À bientôt.